Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc est en train de vivre ce qui semble être la pire saison sèche depuis 3 décennies. Car la pluviométrie est à peine au quart d'une saison normale. L'année agricole est très compromise et le monde rural est face à une réelle catastrophe. Du coup, le chef de l'État prend le taureau par les cornes. Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses instructions au gouvernement pour débloquer une enveloppe de 10 milliards de dirhams, soit 1/10 du PIB agricole. Ce programme exceptionnel élaboré par le gouvernement vise d'abord à alléger l'impact sur l'activité agricole, mais aussi à fournir l'aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés. Pour le financer, 3 milliards de dirhams seront pris en charge par le fonds Hassan II. Dans le détail également, le programme s'articule autour de 3 axes principaux. 1. Protéger le capital animal et végétal et gérer la rareté de l'eau. Budget, 3 milliards de dirhams. 2. L'assurance agricole. Et enfin, le 3e axe a trait à l'allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels du secteur. Car oui, il y a bien sûr des crédits bancaires qui sont en jeu. Et pour parler davantage de cette initiative exceptionnelle, de l'avenir de la campagne agricole, des risques sur la croissance pour l'année en cours, sans oublier la question épineuse de l'assurance agricole et celle du stress hydrique. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Média TV professeur Abdelatif Komat, doyen de la faculté pour les sciences économiques, juridiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur Komat. Merci pour l'invitation. Merci à vous de vous joindre à nous. Et pour représenter la profession, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Aboulal, vice-président de la Comader, de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Bonsoir monsieur Aboulal, merci également de vous joindre à Question d'actu. Merci à vous. Également avec moi sur le plateau ce soir, le directeur de la formation en agronomie à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, professeur Mohamed Taher Srairi. Bonsoir, merci à vous également de vous joindre à nous dans ce plateau ce soir. Merci madame pour l'invitation. Donc, peut-être plantons le décor climatique. Avant de parler de cette initiative, professeur Srairi, on parle d'une sécheresse quand même assez inédite, du jamais vu depuis 30 ans, vous confirmez ? Tout à fait, c'est une année très difficile. La sécheresse impacte tout le territoire national, alors qu'avant, nous avions parfois certaines régions qui étaient épargnées. Là, ça touche. C'est que les réserves d'eau qui étaient prévues, elles aussi, elles sont à des niveaux très faibles. Je pense notamment aux eaux superficielles, les barrages. Vous avez vu, les taux de remplissage sont vraiment minimes, ce qui impacte bien entendu le service de l'eau dans les zones, on va dire, irriguées. Et on peut même se poser la question, est-ce que certaines zones irriguées le sont toujours aujourd'hui, puisque le service de l'eau est arrêté. Et il y a aussi, ce qui est encore plus inquiétant, le rabattement des nappes. Il faut dire qu'on est allé très loin dans les usages d'eau souterraine. Et aujourd'hui, ce qui constituait des réserves potentielles d'eau sont aussi à des niveaux très limités. Et je pense qu'on récolte un peu ce qu'on a semé, des niveaux d'utilisation d'eau qui dépassent on va dire, le rythme de renouvellement de cette ressource vitale qu'est l'eau. Et on en arrive aujourd'hui jusqu'à entendre parler de disruption du service de l'eau domestique dans les grandes villes. Et là, ça devient vraiment très inquiétant. Ça n'a pas encore été confirmé de manière officielle, mais effectivement, il y a eu certaines restrictions dans certaines villes, comme celle de Marrakech, qui a été annoncée par la tutelle. Donc, alors, pour revenir à notre sujet aujourd'hui, cette initiative exceptionnelle, professeur Komat, puisqu'on plante le décor, j'ai envie de revenir à ce discours du 20 août 2019 avec vous. Le souverain avait insisté, n'est-ce pas, sur cette question du monde rural, sur le soutien des couches démunies, notamment dans ce monde rural qui se trouve particulièrement dans ces zones-là. Comment ce programme exceptionnel d'aide aux agriculteurs qui vient donc d'être lancé par le souverain, comment s'inscrit-il dans la continuité de cette vision-là ? Il s'inscrit dans le cadre d'une vision qui a été entamée à partir de 2008. Bon, c'est vrai, le secteur agricole a été toujours une priorité dans les stratégies de développement au Maroc, mais on a vécu depuis 2008 2 plans de développement. Celui du plan Maroc vert qui a commencé en 2008 et qui a pris fin en 2020, et puis Green Generation qui s'étale de 2020 à 2030. Donc il y a en fait une vision, il y a une stratégie qui vise à justement renforcer la place du secteur agricole, le développement du monde rural d'une manière générale. Alors, bien évidemment, en fait, ce discours s'inscrit dans cette continuité parce que autant
En fait, la première phase, qui est de 2008 à 2020, il y avait un intérêt crucial, notamment en termes de productivité, en termes de doublement du PIB du secteur agricole, et puis la diversification, notamment aller vers des cultures à plus grande valeur ajoutée. Donc tout cela, c'était la stratégie du premier plan de développement. La deuxième stratégie, d'ailleurs, le discours de Sa Majesté en 2019 était annonciateur de la nouvelle stratégie dont le vecteur, c'est l'homme. L'homme au sens large. Tout d'abord, bien évidemment, à travers un intérêt particulier à ce qui est formation. Il a beaucoup insisté sur la formation professionnelle dédiée au secteur agricole pour justement contribuer à l'amélioration du rendement, de la valeur ajoutée, de la productivité au niveau du secteur agricole. Il a également insisté sur la nécessité de faire émerger, développer davantage la classe moyenne, qui, dans le socle, est le secteur agricole et le monde rural. Donc il y avait une dimension humaine fondamentale, d'ailleurs, qui aujourd'hui se confirme à travers la stratégie que nous sommes en train de vivre. Donc on ne peut dire que cette initiative s'inscrit parfaitement dans cet élan, dans cette continuité, dans cet intérêt qu'accorde Sa Majesté au monde rural, parce qu'il a toujours considéré qu'un développement ne saurait un développement global et intégré que s'il intègre toutes les composantes de la société. Bien évidemment, le monde rural aujourd'hui, c'est 40% de la population, c'est 38% de la population active, donc c'est le socle de la société marocaine. Et donc, bien évidemment, on ne peut que confirmer qu'il s'agit d'une vision qui s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une continuité, d'une stratégie. Donc, bien sûr, cette annonce intervient, comme je le disais en introduction, en réponse à une urgence aujourd'hui. On parle d'une année de sécheresse, de l'amenuisement des ressources en eau. Vous, en tant que professionnel, Mohamed Aboulal, vous représentez donc la Comader, vous êtes vice-président de la Comader. Cette annonce, est-ce qu'elle vous a soulagé? L'annonce de ces 10 milliards qui seront débloqués pour le secteur agricole. Merci. Tout d'abord, cette annonce, donc, nous l'avons reçue au niveau de la Comader et au niveau des agriculteurs avec beaucoup de joie. Donc, il nous a soulagés, bien sûr. On l'a reçu avec beaucoup de joie, mais pas de surprise, parce que nous savons pertinemment, nous avons une confiance en Sa Majesté et nous attendons quand même qu'il y aura cet appui. Donc, nous l'avons accueilli avec une très, très, très grande joie, mais pas une surprise. Et, alors, quand vous dites que vous êtes soulagé, est-ce qu'on peut déjà quantifier, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le volume de pertes aujourd'hui pour le secteur à cause du manque de pluie? Oui, donc il faut dire qu'il y a un déficit hydrique, donc c'est reconnu au niveau de tout le Maroc, donc avec des intensités différentes parce qu'en fonction des réserves qui existent, donc on ne peut pas, je dirais, mettre toutes les régions au même pied d'égalité. Donc voilà, au niveau de ce soulagement, c'est beaucoup plus aussi le fait qu'il y aura un appui aux agriculteurs directement. Donc comme vous le savez, l'appui il a 3 composantes. C'est tout d'abord tout ce qui est sauvegarde du cheptel animal et végétal, y compris l'exploitation rationnelle des ressources hydriques. Et la deuxième composante, c'est tout ce qui est assurance. La troisième composante, c'est tout ce qui est allègement des dettes fiscales. Donc, c'est tout à fait normal. Les agriculteurs attendaient ça et c'est un soulagement pour eux. Alors, quand on parle, professeur Komat, quand on parle de distribution d'aide, parce que, juste pour un peu expliquer davantage, ou peut-être rappeler ce premier axe, qui coûtera 3 milliards de dirhams de l'enveloppe globale de 10 milliards. On parle de distribution de 7 millions de quintaux d'orge subventionnés au profit d'éleveurs, 400 000 tonnes d'aliments composés au profit des éleveurs. Donc parlons justement de cette question d'élevage, vaccination et traitement de 27 millions de têtes d'ovins, réhabilitation des périmètres plutôt de petites et moyennes hydrauliques. Juste par rapport à cette distribution directe d'aide, comment assurer une bonne gouvernance là, sur ce point en particulier? En fait, il faut tout d'abord rappeler qu'un des points sensibles au niveau de cette crise, c'est l'élevage. C'est l'élevage, parce que autant peut-être pour tout ce qui est produits céréaliers ou autres, le Maroc est habitué à une certaine importation. On a toujours été dans des cycles de sécheresse, mais le point sensible, c'est le maintien des conditions de survie et de bonne santé de l'élevage, parce que c'est un point très, très sensible. Alors, bien évidemment, l'agriculteur marocain reste, il faut le rappeler quand même, au niveau de la structure, de la propriété,
terrienne au Maroc, c'est que nous avons 75% des terres dont la superficie est inférieure à 5 hectares. Et nous avons en fait une partie de 15 à 20% entre 5 et 20, et puis il y a quand même de grandes superficies qui sont très productives, qui ont un poids au niveau de la production agricole, mais qui restent limitées. Donc nous avons une structure dominée par les petites parcelles, donc se pose la question des moyens. Alors le pâturage, en général, il se fait d'une manière naturelle. Donc l'élevage, en fait, les éleveurs se basent sur un pâturage naturel. Il y a bien évidemment toujours eu un complément qui est apporté par tout ce qui est denrées, je dirais, industrielles, mais c'est un complément. Maintenant, je crois que vu la situation dans laquelle vont vivre les éleveurs marocains, c'est qu'ils vont se baser essentiellement sur, justement, l'alimentation industrielle, dont le prix n'est pas toujours, je dirais, en mesure d'être supporté par de petits éleveurs. Et donc, bien sûr, la question du soutien financier Est-ce que ce soutien financier profitera à tout le monde? Si oui, comment s'assurer qu'il profitera vraiment à tout le monde? Alors, c'est la question qui est posée aujourd'hui, parce que autant, bien évidemment, aujourd'hui, nous avons un budget, nous avons en fait les priorités qui sont de l'ordre de 3 priorités qui sont bien définies, hein, l'aide directe, et puis la question de l'assurance agricole, et puis bien évidemment le refinancement. Ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Sur toute cette question d'aide directe. Voilà. Alors là, c'est un travail qui est en train d'être fait. Bien sûr, le gouvernement s'est réuni hier. Il y a eu également une réunion spécifique pour cette question, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un travail, il y a de l'imagination, de manière à ce que, bien évidemment, qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait un travail de proximité avec les régions, parce que c'est un travail de terrain, avec tout ce qui est territorial. Mais je crois que, avec l'impulsion royale, et donc tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, d'ailleurs, donc Siboulel l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'attendent les agriculteurs, c'est la mise en œuvre sur le terrain, et la mise en œuvre passe forcément par une démarche de bonne gouvernance et d'opérationnalisation qui prendrait en considération, bien sûr, les particularités des régions, également les particularités des cibles, parce qu'il y a plusieurs cibles, il y a des petits agriculteurs, surtout, le grand, absolument. Il y a les éleveurs, etc. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui s'attelle sur cet aspect-là, parce que la réussite de ce programme, au-delà de l'aspect financier qui aujourd'hui est disponible, c'est la mise en œuvre. Et là, il faut une démarche, bien évidemment, bien étudiée, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité ou qu'il n'y ait pas de partage équitable entre les parties prenantes, notamment celles qui sont les petits agriculteurs, les petits éleveurs. Professeur Straïri, sur le volet irrigation, comment mettre cela en œuvre? Parce qu'on parle de réhabilitation des périmètres de petites et moyennes hydrauliques, abreuvement du cheptel, irrigation de compléments pour la pérennisation des vergers nouvellement plantés. Comment mettre cela en œuvre, selon vous, en tant que professionnel de l'agronomie? Tout d'abord, moi, je voudrais revenir à la question de la décapitalisation du cheptel. C'est très important. Oui. Le cheptel a toujours été primordial. Et là, je parle en tant que spécialiste, je suis zootechnicien, c'est ce que j'enseigne. Et quand on parle de décapitalisation, donc, il va y avoir des abattages. Et là, je pense que la puissance publique, on vit depuis maintenant 30 ou 40 ans, il y a eu la sécheresse des années 80. C'est cela. Le Maroc a beaucoup évolué depuis. En termes démographiques, même le cheptel a évolué. Nous n'avons plus les mêmes races, les mêmes besoins des animaux. Nous avons aujourd'hui beaucoup importé des gènes étrangers avec des races plus lourdes, je pense notamment aux bovins, ce qui veut dire que peut-être il faut penser à être innovant aussi dans la décapitalisation. C'est-à-dire ? Et là, alors je vais m'exprimer directement pour que les téléspectateurs comprennent. Ce qui risque de se passer, c'est que le prix de la viande va baisser. Et on le voit déjà maintenant, des annonces sur les réseaux sociaux, venez acheter de la viande pas chère, parce qu'il va y avoir des abattages. On ne peut plus alimenter les animaux. Et même les ressources importées coûtent très cher. C'est aussi ce qui a changé par rapport à certaines années antérieures, où effectivement les pouvoirs publics subventionnaient de l'orge importé sur les marchés internationaux, pas cher du tout. Là, il y a l'inflation à l'échelle mondiale. Oui. Et donc, ça complique l'intervention des pouvoirs publics. Et donc, dans la décapitalisation, peut-être qu'il faut penser à l'avenir, mais de manière intelligente, à des systèmes de stockage de viande réfrigérée pour ne pas pénaliser ce cheptel pour lequel il y a eu de gros efforts. Et même en termes hydriques, c'est de l'eau, en fait, qui est stockée. C'est-à-dire les éleveurs, finalement, ils sont perdants. Enfin, je veux dire, quand on décapitalise, on vend à perte. Tout à fait. Et là, toute l'intelligence, c'est de raisonner sur le long terme, et il faut bien s'en convaincre. Le réchauffement climatique qu'on est en train de vivre,
ben, les répercussions risquent d'être bien plus amplifiées à l'avenir. Donc peut-être qu'une infrastructure nationale de stockage de viande réfrigérée, pour ne pas pénaliser l'agriculteur, l'éleveur qui a fait un effort au cours des années favorables, pourrait être un moyen de soulager en quelque sorte cette perte économique, parce qu'il va y avoir des pertes importantes pour les agriculteurs. Et là, il faut bien sûr mobiliser des moyens de réflexion et des moyens de financement, parce que l'infrastructure de stockage de viande réfrigérée, ça a un coût. Et là, il faut en appeler donc aux organismes de financement, de concert avec les professionnels, avec les pouvoirs publics, pour réfléchir, disons, à cette infrastructure de stockage de viande réfrigérée, viande rouge principalement, et ça peut aussi servir d'ailleurs à la viande blanche. Parfois, on a des accidents sur le marché de la viande blanche. Maintenant, pour l'irrigation. Là, je pense qu'il faut qu'on ait un débat de fond. Moi, je ne cesse d'écrire depuis maintenant une dizaine d'années, depuis que j'ai commencé à prendre conscience de l'ampleur des besoins hydriques de l'agriculture par rapport à un climat structurellement semi-aride, caractérisé par le manque d'eau. Voilà. Il faut arrêter de magnifier la puissance agricole du Maroc. Soit il faut s'en convaincre une fois pour toutes. Nous étions peut-être le grenier à blé de l'Empire romain. Mais aujourd'hui, avec 40 millions d'habitants, avec les niveaux réels d'eau disponible, d'eau renouvelable, nous sommes aujourd'hui classés dans les pays à stress hydrique. Il faut s'en convaincre une fois pour toutes. Clairement. Et donc, tout cela devrait nous amener à raisonner les choix, notamment d'irrigation. Et j'en veux pour preuve ici qu'il faut revenir au savoir scientifique. Quand on nous dit que le goutte à goutte permet de faire des économies d'eau, ce n'est pas démontré par la recherche scientifique. À l'inverse, le goutte à goutte est arrivé à amplifier la surface irriguée, ce qui nous a ramené au rabattement des nappes, à des usages d'eau qui dépassent le rythme de renouvellement, et donc à des zones aujourd'hui où il n'y a quasiment plus de réserve hydrique. Et il faut bien s'en convaincre, quand on réfléchit l'agriculture, on réfléchit sur le très long terme. L'agriculture, ce n'est pas juste finir une campagne. Oui, mais là si vous voulez, on parle vraiment d'un plan Marshall, d'un plan d'urgence, pour répondre à une urgence qui est maintenant, que nous sommes en train de vivre, et que surtout les agriculteurs, les éleveurs aussi, doivent gérer tant bien que mal. Donc là, ma question vraiment, nous allons revenir à cette question très importante plus tard, quand on va parler des alternatives, et notamment en termes même de plantation, de choix de plantation qui soient à forte valeur ajoutée et moins aquavores. Mais juste par rapport à cette question d'irrigation, comment selon vous cela pourrait être mis en œuvre sur le terrain ? Ce qui se passe déjà, on le sait depuis toujours, dès qu'il y a une sécheresse déclarée, l'eau disponible est toujours affectée à la sauvegarde du capital, c'est-à-dire les plantations, les arbres, les cultures annuelles étant sacrifiées. Il faut bien s'en convaincre, puisqu'il n'y a pas la ressource n'étant pas là. Et le cheptel, donc on a discuté d'essayer de sauvegarder le cheptel avec les contraintes de prix qui s'imposent aujourd'hui. Pour l'irrigation, là, il est grand temps de sortir juste des poncifs du genre le goutte à goutte permet des économies d'eau. Il faut vraiment viser l'efficience. Et là, je pense que le ministère de l'Agriculture, les pouvoirs publics doivent mobiliser les opérateurs de terrain pour viser la maximisation de l'efficience de l'eau d'irrigation. Les opérateurs de terrain, ils sont représentés avec nous aujourd'hui, n'est-ce pas, Mohamed Boulel? Quel sera votre rôle pour la mise en œuvre de telles ambitions déjà à court terme? On parlera du long terme plus tard, mais sur ce programme exceptionnel, comment la Comader s'organise-t-elle? D'accord. Merci. Tout d'abord, la Comader est une association des interprofessions. Comme vous le savez, donc, dans le cadre du plan Maroc Vert, il y avait beaucoup de projets, beaucoup de choses novatrices, donc beaucoup de projets aussi novateurs. Et parmi ces projets novateurs, c'est la promulgation de la loi 03/12 relative aux interprofessions. Donc chaque filière est représentée par une interprofession et toutes ces interprofessions sont regroupées au sein de la Comader. C'est l'association mère. Donc la Comader, c'est l'équivalent de la CGM au niveau agricole. Et agroalimentaire, à la seule différence que les interprofessions qui représentent la Comader sont des interprofessions qui sont obligées d'avoir une représentativité au niveau de tout le Maroc, et c'est stipulé par la loi, et en même temps donc agir au niveau de la base. Et d'ailleurs donc c'est la raison pour laquelle je dirais c'est Dieu merci qu'on avait initié le plan Maroc Vert un peu
à temps parce que ça va alléger considérablement ces effets néfastes du déficit hydrique. Pourquoi? Parce qu'il y a renforcement. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le cas si on devait dresser un bilan hydrique du plan Maroc vert? Il a vraiment répondu à cette question sans vous? C'est pas que je pense, j'en suis sûr. Très bien. Et certain. Et là, ces mécanismes, je dirais, que le plan Maroc vert a installés, c'est des mécanismes de proximité. Vous avez parlé, mes collègues ont parlé de tout ce qui est bonne gouvernance, la gestion de proximité, etc. Ces interprofessions vont jusqu'à la base. Donc, c'est-à-dire ce qui va permettre donc au gouvernement et aux départements ministériels d'avoir des données fiables qui émanent du terrain. Surtout que donc au niveau de ce plan, Sa Majesté, que Dieu le glorifie, il s'intéresse aux petits agriculteurs. Et les petits agriculteurs, si on n'est pas à la base, on ne peut pas remonter cette information. Là, c'est le rôle des interprofessions. Concernant aussi tout ce qui est déficit hydrique, je dis le plan Maroc vert parce que certains vont dire il a au moins renforcé les capacités des gens à faire face, à améliorer le rendement, à faire face aux problèmes, à faire face au déficit hydrique. Et là, peut-être que je ne partage pas le même avis que mes collègues. Normalement, le plan Maroc vert et Génération Green, il s'intéresse, il a donné la priorité à l'économie d'eau. Et d'ailleurs, que ce soit dans l'ancien plan, que ce soit dans ce nouveau plan, on a maintenu en priorité. Qu'en est-il sur la réalité, sur le terrain? Sur la réalité, effectivement, il y avait beaucoup de déperditions. Donc, il faut parler aux agriculteurs petits et grands. Il y avait beaucoup de déperditions. C'est pas votre rôle un peu comme Comader, comme confédération qui réunit toutes les interprofessions pour justement alerter les pouvoirs publics même sur certains manquements qui pourraient venir de ces professionnels. Nous sommes dedans. Il faut savoir qu'avec les mécanismes qui sont instaurés, ils ne sont pas instaurés juste pour les instaurer. Ils sont instaurés pour appliquer vraiment une approche participative. Donc, nous sommes dedans. Ils nous impliquent, donc chacun est impliqué parce que c'est les professionnels qui connaissent vraiment les vraies réalités. Donc, quand on veut faire quelque chose, par exemple, sur les céréaliculture, c'est l'interprofession qui intervient. Et il est convoqué. Et on l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui est novateur dans le plan Maroc vert et la Génération Green. Ce que n'était pas habitué dans le passé. On reçoit directement, on est informé, etc. Mais nous, actuellement, on est impliqué dans l'élaboration des plans. Et vous serez impliqué dans ce programme d'action, hein? Bien sûr, on sera impliqué déjà par l'apport des données fiables de terrain. C'est-à-dire qui a besoin de quoi? Oui, parce que nous, on connaît vraiment la réalité. On connaît la réalité sur le terrain. Donc, on peut donner au pouvoir public des données réelles pour vraiment être juste vis-à-vis de tout citoyen. L'égalité totale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut dire que la science ne permet pas de parler de tout ce qui est avantage qui a été créé dans le cadre du plan Maroc vert et dans le nouveau plan. C'est vraiment formidable. Et moi, j'étais parmi les gens qui critiquaient. Maintenant, je ne critique pas parce que je suis dedans. Je donne mon avis, on m'écoute. Et là, c'est des choses dans le bon sens. On ne peut pas faire autrement. Donc, au niveau je dirais mes collègues ont parlé du cheptel, c'est vrai, donc il y a un déficit hydrique, donc c'est tout à fait normal. Donc nous espérons que le ciel serait plus clément au printemps. Envers nous, mais pardon. Je vous en prie. Je dirais que nous restons toujours optimistes. Et ce que je veux vous dire, c'est que la Comader, avec toutes ces institutions, c'est des mécanismes qui permettent de remonter l'information et l'information exacte. Très bien, c'est noté. Bon, alors, passons au second axe. Donc, je fais un peu il nous reste plus ou moins la moitié de l'émission, donc il reste beaucoup à dire. Le second axe qui concerne le financement. Professeur Komat, donc une question qui peut paraître un peu déplacée pour certains, mais on ne parle pas d'annulation de dette. On est d'accord, on parle de restructuration de dette. Est-ce que ça ne risque pas d'acculer davantage le fardeau sur les épaules des agriculteurs? En fait, du moment qu'il y a quand même un budget conséquent qui est de 6 milliards de dirhams, qui est destiné justement à l'appui financier,
Donc certainement, on ne connaît pas les détails aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un soutien, il va y avoir... Pas de détails sur le financement de ces 6 milliards. C'est-à-dire, oui. Bon, vous avez évoqué le fait qu'il s'agit davantage d'un rééchelonnement et non pas d'une annulation. Oui. D'accord. Donc, on ne connaît pas les détails pour dire aujourd'hui. Est-ce que peut-être pour les petits crédits, il va y avoir une annulation? Peut-être, parce que c'est vrai, au niveau du crédit agricole aujourd'hui, les montants varient, en fait, du simple parfois, c'est des montants très, très importants. On a, comme je disais tout à l'heure, la structure, en fait, aujourd'hui, des agriculteurs et des propriétaires terriens n'est pas la même. Et donc, notamment, le recours au crédit agricole n'est pas le même. Et donc, certainement, il va y avoir des annulations, il va y avoir des rééchelonnements, il va y avoir des réductions des taux d'intérêt. Du moment qu'il y a l'État qui intervient avec un budget conséquent, avec 6 milliards de dirhams, c'est quand même un montant très important. Certainement, il va y avoir un impact pour alléger le fardeau financier parce que c'est la vocation et c'est l'objectif. Il faut rappeler que ces mesures, en fait, s'inscrivent sur le court terme, vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, nous gérons le court terme. Une urgence, surtout. En fait, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, une politique agricole, une démarche agricole ne s'inscrit en fait jamais que sur le court terme. Il faut faire face au court terme, mais est-ce qu'on apprend assez des crises, des urgences que nous avons passées ou que nous avons expérimentées dans le passé? Certainement oui, oui, parce qu'on a eu à faire face à des crises hydrauliques très tendues durant les années 80. C'était pas d'ailleurs, 9 milliards de dirhams on estimait les pertes à l'époque à 9 milliards de dirhams dans les années 80, quand il y avait la sécheresse. Alors, en fait, revenons un peu à ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, pour dire qu'au-delà du court terme, il y a le moyen et le long terme. Il s'agit de préserver, en fait, cet élan, de faire, tout d'abord, du monde rural. On a évoqué le monde rural parce qu'aujourd'hui, on parle d'un développement régional équilibré. On est dans un modèle de développement qui devrait en principe, réduire les déséquilibres sociaux, mais également les déséquilibres régionaux. Et donc, il va falloir préserver cet élan, préserver ces dynamiques, préserver cet agriculteur, préserver le cheptel. Préserver l'eau. Bien évidemment, préserver l'eau. Et donc, si l'objectif n'est pas seulement, qui est vital de faire face à la difficulté actuelle, c'est très important, mais surtout, de ne pas sacrifier, la politique agricole, qui est une politique séculaire, qui est une tradition, qui est une culture, qui est une tradition. C'est vrai, peut-être il va y avoir, ça a commencé avec le Maroc vert, une reconsidération, une reconfiguration, notamment de tout ce qui est plantation, parce que c'est vrai, on est allé vers des plantations à plus grande valeur ajoutée, peut-être limiter un peu tout ce qui est terrebourg, le côté céréalier, peut-être qui était l'ossature de notre production agricole, le réduire peut-être à l'avantage d'autres, bien qu'ils soient consommatrices d'eau. Et puis également repositionner le Maroc en tant que, vous l'avez dit, puissance agricole, bien qu'on n'a jamais estimé ou considéré que nous sommes une puissance agricole. C'est vrai qu'on a une tradition, on a une culture, il y a une histoire, mais comparativement... Ça représente quand même l'essentiel. Parce que, in fine, on ne parle pas que de l'agriculture. L'agriculture, si vous voulez, c'est un peu le noyau, mais tout ce qui gravite autour fait que ça pèse beaucoup sur l'économie nationale. Je parle de l'industrie agroalimentaire, du commerce, de tout, finalement. Ce n'est que... Il faut rappeler que la population rurale, à 74%, vit de l'agriculture. Oui. Parce que, c'est une réalité, c'est vrai, Sa Majesté, lors du discours auquel vous avez fait allusion en 2019, lorsqu'il a demandé l'appropriation ou la mobilisation de 1 million d'hectares dans le cadre des terres sous la Liette, il a demandé... Alors justement, c'est un projet qui bloque, en parlant des terres sous la Liette. On va peut-être en parler, mais il a appelé à ce que ces 1 million d'hectares ne soient pas consacrés exclusivement à l'agriculture. Il avait appelé à développer tout ce qui est industrie de terroir, il a développé le tourisme, l'écotourisme, l'artisanat, etc. Il faudrait que le monde rural, parce que c'est l'objectif, c'est qu'il
Mais on appelle déjà à diversifier l'économie nationale. Donc là, c'est un peu la même ambition, mais au niveau rural. Au niveau rural, parce qu'aujourd'hui, les 3/4 de l'activité économique au milieu rural, c'est l'agriculture. Oui. Ce qu'il faudrait, c'est que le milieu rural, bien évidemment, l'agriculture devrait rester l'ossature. Ça fait partie de l'histoire de la culture, mais il va falloir peut-être diversifier, aller vers... Mais c'est à ce niveau-là qu'il devrait y avoir une stratégie globale pour justement préserver, reconfigurer, redimensionner notre agriculture en fonction de ce que nous vivons comme aléas climatiques qui sont structurels, il faut le dire. Donc peut-être dans l'avenir, ils le seront davantage. Aujourd'hui, on sait qu'à travers le monde, ce que nous vivons aujourd'hui comme stress hydrique, ce n'est pas seulement au Maroc. Aujourd'hui, si on voit l'Espagne, le sud de l'Espagne, la France, toute la partie méditerranéenne, c'est pratiquement tout le monde aujourd'hui dans cette situation. C'est devenu un facteur structurel. Effectivement, il devrait y avoir une stratégie d'adaptation à cette donnée structurelle. De qui? Alors justement, je pose la question à professeur Strairi. Quels sont les départements qui sont concernés? Parce que là, on parle que du département de l'agriculture, mais ils ne sont pas les seuls qui sont garants de la gestion de l'eau. Il y a un département qui gère l'eau aussi. Il y a également le rôle des collectivités territoriales, des régions. Donc comment mettre tout ce monde-là sur la même longueur d'onde? Vous avez totalement raison. L'eau, c'est vital. Ça concerne tout le monde, du citoyen lambda jusqu'au grand département ministériel. Il faut se mettre d'accord. Il faut faire asseoir tout le monde autour d'une même table et avoir des ambitions qui collent. Je veux dire, quand vous dites on va continuer à augmenter les productions du monde agricole, et on est obligé de revenir à l'agriculture, c'est plus de 85% des usages d'eau annuels. Et là, à mon avis, il faut quand même... Selon les régions. Oui, bien sûr, effectivement. Mais quand on fait un bilan, finalement, vous l'avez bien dit tout à l'heure, on a été dans une situation de dumping environnemental. Le malheur, il est là. Au cours des 15 dernières années, si on fait un bilan, l'augmentation des exportations d'eau, notamment à partir de zones où il y a très peu d'eau, quand on parle d'exportation d'eau, pour expliquer, c'est une image, c'est une métaphore pour dire qu'il y a certaines plantations, en l'occurrence, vous avez parlé de la tomate, de l'orange, qui pompent beaucoup d'eau et donc on exporte de l'eau. Tout à fait. Donc de l'eau virtuelle. Effectivement, c'est de l'eau virtuelle. Donc c'est des produits qui ont consommé de l'eau localement qu'on a exportés. Mais ce qui fait encore plus mal au cœur, et là, la littérature scientifique, elle est claire. Le Maroc exporte beaucoup d'eau qui n'est pas de l'eau pluviale. C'est-à-dire qu'on a les puiser dans les nappes pour exporter. Le cas le plus manifeste, c'est la pastèque de Zagora. Oui. Vous êtes au fin fond d'un désert et vous exportez vers des pays qui ont beaucoup d'eau un produit qui a consommé beaucoup d'eau, qui est pondéreux. Est-ce qu'il a de la valeur ajoutée, surtout? Localement, pour l'économie locale, peut-être, mais pas pour tout le monde. Pour certains agriculteurs qui sont capables d'aller pomper à 200 mètres de profondeur, ça amplifie aussi les disparités régionales. Plus que ça, quand vous mettez en péril l'approvisionnement en eau domestique de certains grands centres urbains, pour que certains puissent exporter cette eau, là, il y a des questions à se poser sur la régulation. Mais pour revenir à votre question... La régulation, c'est quel département? Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du plan Maroc vert et du département de l'agriculture. Il y a d'autres départements qui sont concernés. Il y a des agences de gestion des bassins versants. Oui. Et il y a aussi ce qu'on appelle la police de l'eau. Mais encore faut-il la doter des moyens nécessaires pour qu'elle puisse faire le contrôle au niveau des exploitations, qu'elle ait accès, qu'elle puisse mesurer les volumes, pomper, etc. Je disais tout à l'heure, on parle de quantités astronomiques. Les gens ne s'imaginent pas. Ce n'est pas une goutte d'eau dans un robinet. On parle de tonnes d'eau. Oui. Je vous l'ai déjà dit une fois, pour produire 1 litre de lait, c'est 1,5 tonnes d'eau. 1,5 tonnes, oui. Mais si c'est de l'eau pluviale, s'il pleut et que la vache mange de l'herbe qui a poussé avec cette eau, bon, peu importe. Mais quand on en est à épuiser des ressources vitales et que la ville d'à côté n'arrive plus à trouver d'eau dans le robinet, là, ça pose un problème. Mais je voudrais revenir à votre question dont je parlais du dumping environnemental. Maintenant, il faut se projeter à l'avenir. La littérature scientifique est claire. Les scénarios du changement climatique ou du réchauffement climatique pour le Maroc sont très négatifs. Et donc, ça veut dire qu'il faut dès maintenant penser aux générations à venir. Il y a des programmes, en l'occurrence, il y a le programme national de l'eau, gros budget qui a été alloué à ce programme de l'eau. Il y a, entre autres, justement, la construction d'usines de dessalement d'eau de mer, bien que le coût versus compétitivité pose problème. Effectivement. Donc la réponse, on a déjà commencé à répondre un peu à cette question-là. Mais il faut aussi démystifier certaines idées qui passent comme ça, comme quoi on va pouvoir irriguer des zones à côté des villes pour faire de l'agriculture. Moi, j'y crois pas trop. Parce que c'est des coûts de production d'eau dessalée qui sont à des niveaux tels que le prix de cette eau
ne peut pas être valorisé par l'agriculture ou une agriculture conventionnelle. Moi, je voudrais juste dire un dernier mot. Allez-y. Quand vous lisez un peu l'historique de l'eau agricole au Maroc, il y a un article fondateur d'un sociologue que tout le monde connaît, Paul Pascon, ruraliste, qui parlait de l'eau du ciel à l'eau de l'État. C'était dans les années 70, quand on était encore à l'installation des grands barrages. Il ne parlait pas encore de l'eau privée, c'était l'eau des puits. Et les rapports de prix, on les connaît. On passait de l'eau du ciel qui est gratuite, c'est la manne céleste, vous passez à l'eau des barrages qui aujourd'hui, dont le prix n'a pas varié depuis maintenant presque 50 ans. On est encore à l'eau qui était payée, qui est consignée dans le bulletin officiel du Royaume du Maroc, à peu près 0,5 dirhams, hein, pour faire 0,5 dirhams le mètre cube. Et c'est ce qui est toujours payé aujourd'hui, quand il y a de l'eau. Et puis on est passé à l'eau privée, c'est-à-dire quand vous creusez un puits, que vous allez, là ça va jusqu'à 2 dirhams, parce que vous devez mettre l'énergie, il faut pomper cette eau. Et puis on arrive à l'eau dessalée, qui est à 6 dirhams et plus le mètre cube. Et donc vous comprenez. On est en dehors de la compétitivité. Même les arbres fruitiers ne peuvent pas valoriser cette eau. Il faut bien que les gens comprennent ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut revoir les plantations. Il faut rediscuter quel type d'agriculture nous voulons. Et c'est pour ça, moi, je voudrais dire un dernier mot. Les céréales que tout le monde tend à discréditer, l'agriculture pluviale devrait être le socle de réflexion de l'avenir de notre agriculture, malgré l'aléa très pesant qui pèse autour des précipitations. C'est-à-dire que pour ceux qui... En termes de politique publique, il faut remettre le paquet sur la réflexion à l'agriculture bourre, l'agriculture pluviale. Pour valoriser l'eau des années... Qu'est-ce qu'elle représente alors? Elle ne représente pas un grand pourcentage finalement de l'ensemble de l'agriculture. Parce qu'on l'a dédaigné, parce qu'on n'a pas mis les moyens, ni de recherche, ni de financement. On a toujours considéré que les céréales, c'était pour le petit agriculteur, pour vivrier, alors que c'est une question de souveraineté alimentaire. Absolument. Et le dernier mot important, c'est que demain, dans cette logique... Donc vous êtes pour la céréaliculture? Qui valorise l'eau de pluie, bien sûr. Oui. Parce qu'il faut se mettre dans une situation. Aujourd'hui, vous avez vu où sont allés les prix des matières alimentaires. Surtout le blé. Imaginez demain que vous alliez Maintenant, sur le l'État marché... doit payer des subventions, détrompez-moi, doit payer des subventions aux importateurs pour justement pallier à cette flambée des prix sur les marchés internationaux. Mais imaginez demain que vous alliez sur le marché mondial et vous avez les moyens financiers, vous ne trouvez pas. Et vous ne trouvez pas sur le marché mondial le blé. Qu'est-ce que vous allez dire aux consommateurs? Surtout s'il se passe des crises, notamment des feux comme en Russie. Ou un conflit, aux États-Unis, ou des conflits quelque part, et que ceux qui vous fournissent en produits vivriers vous disent « moi je n'ai plus ces produits, je ne peux pas vous les vendre ». Très bien. Mais c'est bien parce que vous avez parlé aussi d'alternatives pour justement remettre au centre des préoccupations cette culture des céréales. Mohamed Aboulal, si vous le permettez, si vous avez quelque chose peut-être à ajouter, sinon on passe au troisième axe qui est relatif à l'assurance agricole. J'ai quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est beaucoup plus aussi, je tiens à informer mes collègues comme quoi donc il y a des stratégies qui sont élaborées et nous, au niveau de la Comader, nous participons, nous avons confiance en notre ministre qui est rigoureux, sérieux, et qui est dévoué pour le développement de l'agriculture, y compris aussi le chef de gouvernement. Pour tout ce qui est souveraineté alimentaire, c'est Sa Majesté aussi, on en parlait, et vous savez qu'on travaille sur les orientations de Sa Majesté, il a parlé de souveraineté même alimentaire. Donc là, je vous mets en confiance, et puis je vous invite à venir participer, parce qu'il y a un climat d'écoute. Je vous invite à venir à la Comader. Déjà, on a entamé la discussion sur ce plateau. Justement, on a parlé, maintenant on parle beaucoup plus d'une situation critique de crise, je dirais, due au manque de pluviométrie. Donc on va se concentrer beaucoup plus sur ça pour être plus efficace et efficient. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on peut continuer à discuter. Je vous invite à venir à la Comader et puis pour qu'on puisse partager les avis et que le meilleur gagne. Donc voilà, ça c'est une compétition. L'assurance agricole. Je reviens aussi, peut-être que l'assurance, j'ai pas terminé peut-être au niveau de tout ce qui est appui aux agriculteurs, parce que là, actuellement, comme vous le savez, donc toutes les filières sont touchées. Donc, il y a certains qui sont touchés plus que d'autres. Les céréaliculteurs, par exemple, sont touchés plus que d'autres. Il y a parmi les 3 800 000 hectares qui sont emblavés, il y a une grande partie déjà qui est, je dirais, touchée, si c'est pas perdu. Le reste, il dépend des pluviométries, donc des pluies, ou des barrages, alors que les barrages sont à un taux. Donc, on est conscient de ça. Donc là, ils vont être affectés largement. Il y a aussi tout ce qui est, je dirais, élevage.
élevage, donc là, il est, Sisreri, on a parlé, il va être affecté largement parce que donc il n'y a pas de pâturage, etc. Y compris quand on parle de l'élevage, y compris les abeilles. Donc l'apiculture cette année, donc il y a double, je dirais, sinistre parce qu'il y a un manque de pluie. Donc, le pâturage n'existe pas. Et encore, il y a un phénomène d'effondrement. Mais le gouvernement a répondu favorablement dans cette optique. Est-ce que l'assurance agricole concerne tous ces acteurs que vous avez cités qui sont largement impactés par le manque de pluie? Ça ne concerne pas tout, mais ça concerne une grande partie. Donc, Et ceux qui ne sont pas assurés. Alors, par exemple, moi, je suis agriculteur. Si je ne suis pas assuré, si je n'adhère pas à un programme d'assurance, est-ce que je vais profiter du milliard qui est dédié dans le cadre du programme exceptionnel? En fin de compte, moi, je sais qu'au niveau de l'agriculture, il y a une majorité est assurée. Et par exemple, je prends le cas de l'apiculture. Il n'est pas assuré pour le moment. Il est en cours de discussion, mais il a bénéficié d'un fonds avant de 130 millions de dirhams. Donc, il y a quand même une justice par rapport à toutes les filières. Donc, même s'il n'est pas assuré, il est assuré autrement, donc par les fonds qui ont été débloqués auparavant. Donc, il y a aussi tout ce qui est, je dirais, j'ai parlé de l'élevage, il y a les cultures sucrières. Les cultures sucrières, elles sont largement affectées parce que, comme vous le savez... Moins que les autres. Non, la majorité, si. Je pense qu'il est affecté à concurrence de 40%. Pourquoi? Parce que les céréales, la betterave sucrière, elle est dépendante directement de l'irrigation. C'est pas comme le cas de céréales qui dépendent de la pluviométrie, je dirais, de la pluie. Donc là, ils sont affectés. Donc, est-ce que vous pensez que s'il pleut pendant le printemps, la saison peut être sauvée pour certaines filières? Donc là aussi, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a vraiment pas mal de réunions. On travaille jour et nuit pour vraiment ce problème et on ne se concentre que sur ce problème. Parce qu'on a travaillé déjà, on travaille depuis que ce gouvernement est installé, même avant. Vraiment, il faut avoir double carburateur pour suivre. Hein. Donc, il faut vraiment bosser, il faut cavaler. Et là, nous étions en train, c'est la raison pour laquelle je mets en confiance mes collègues, parce qu'il y a une vision claire et qui tient en compte de toutes les composantes. Parce que pour faire une équation bien définie, moi je suis ingénieur, il faut vraiment avoir des données de base très fiables. Et là, il faut inclure toutes les données et ressortir la meilleure équation. Il y a en plus de ça l'arboriculture. L'arboriculture, il doit être affecté. Donc, vous avez parlé si la pluie tombe. Si la pluie tombe, donc on peut, je dirais qu'il y a une partie des céréales déjà perdue. On peut rien. Mais les cultures d'automne... Mais ils seront remboursés, ces gens qui ont perdu autant. Est-ce qu'ils seront remboursés par le fonds dédié aux catastrophes naturelles si toutefois la sécheresse est décrétée comme catastrophe naturelle? Est-ce qu'ils pourront bénéficier de... Mais déjà, sans décret, je pense. Parce que là, on parle déjà de l'assurance. Oui. L'assurance, et on demande à la MAMDA d'activer déjà le déblocage. Il y a une réunion avec le chef du gouvernement. Et là, ils sont d'accord et je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour vraiment soulager les agriculteurs pour recevoir les fonds. Bon, ils vont faire l'exception, hein, donc c'est-à-dire qu'ils doivent activer l'évaluation sur le terrain, les dégâts, etc. C'est une assurance, avant de débloquer les fonds. Mais je suis sûr qu'ils vont faire le nécessaire pour débloquer les fonds à temps pour les agriculteurs et ce qu'on demande aussi au niveau de la Comadère. Ça, c'est une manière de soulager les gens pour pouvoir quand même alléger ce problème de déficit hydrique. Donc, il y a l'arboriculture. Donc, je vais en citer beaucoup. L'arboriculture aussi, donc tout ce qui est, je dirais, oranger, etc. Donc, ou l'olivier. Tout ça, par exemple, l'olivier, s'il n'y a pas, par exemple, pour le printemps, s'il n'y a pas de pluie, il faut irriguer. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc sinon, on va impacter négativement la production de l'année prochaine. Et ça, il est valable pour pas mal de, je dirais, de plantations, de filières. Voilà. Il y a beaucoup de filières qui sont touchées avec des intensités différentes. Mais je vous dis que bon, les agriculteurs déjà, ils sont confiants qu'il y a cet appui de Sa Majesté et en même temps, donc, on est confiant dans le global, dans la vision du futur parce que il faut mettre des lunettes qui voient plus que 10 ans, plus que 20 ans pour pouvoir développer notre agriculture. Et moi, je suis confiant que le ministère de l'Agriculture met tout le paquet pour aller dans ce sens-là. Très bien. Alors,
Professeur Komat, il nous reste une dizaine de minutes et ce serait bien qu'on parle, enfin un peu moins, on vient de m'en informer, ce serait bien qu'on parle de l'impact sur la croissance et comment tout cela va être financé. Parce que si on table pour revenir à la loi de finances, les prévisions étaient pour un taux de croissance de 3%, on en est loin, parce que sur HAD, le taux de croissance de 3%, on tablait sur une production de 80 millions de quintaux, et un cours pétrolier de $70. Et ça, c'est une autre histoire, hein, on ne parlera pas de pétrole. Mais si déjà on arrive à 30 millions, je pense que ce sera un exploit cette année. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait attendre une certaine politique d'austérité? Certains économistes avancent cette solution, parce qu'avec un taux de croissance à 1,5%, selon les estimations, à cause, tout simplement par calcul, simple calcul mathématique, est-ce qu'on se dirige vers l'austérité? Alors, effectivement, en fait, la question de la croissance, elle est posée. Autant en 2021, le Maroc a connu un taux de croissance qui était de 7,2, qui était un des taux les plus élevés au niveau de la région. Et l'estimation au départ était un taux de croissance de 2,9 pour 2022. Bien évidemment... C'est une correction par rapport à 2020, voilà, où il y a eu une récession de 6%. La tendance au niveau mondial, c'est la même chose, parce qu'il y avait une correction 2021 par rapport à 2020. Et puis, bien sûr, il y a eu un retour un peu à la normale, bien que ce qui est prévu pour le Maroc à moyen terme, c'est un taux de croissance de 4%. C'est ce qui est prévu au niveau du programme du gouvernement. Donc déjà, on était... un taux inférieur à la moyenne attendue pendant les 5 prochaines années. Maintenant, c'est vrai, la situation serait plus difficile. Il faut rappeler qu'en 2021, le Maroc a réalisé 103 millions de quintaux, parce que le blé reste quand même... en fait, l'indicateur au niveau de la performance du secteur agricole. Et là, je voudrais revenir à cette question de terre-bourg, céréales, etc. Il faut rappeler que la surface agricole au Maroc utile, il est de 9 millions d'hectares. Et que jusqu'à aujourd'hui, en fait, à un certain moment, on parlait beaucoup de l'objectif d'irriguer 1 million d'hectares. On l'a dépassé. Mais toujours est-il, jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel des terres agricoles, ce sont des terres-bourgs. L'irrigation reste peut-être aujourd'hui 15%, mais l'essentiel, c'est bourg. Et bien sûr, dans ces terres-bourgs, c'est essentiellement la céréaculture. Alors, bien évidemment, comme vous l'avez dit, il ne pèse pas peut-être au niveau du PIB proportionnellement au pourcentage occupé aux terres occupées, mais ça reste quand même en fait une activité fondamentale pour l'équilibre social et pour l'équilibre économique. Alors là, effectivement, c'est ça, il a évoqué cette question, est-ce qu'il s'agit de continuer dans l'élan, parce que c'était toujours un objectif, c'est d'augmenter les terres irriguées. Aujourd'hui, s'il y a une saturation au niveau du stock hydrique, est-ce que l'alternative ne serait pas peut-être de laisser un peu la production aléatoire liée à la pluviométrie? Ça, c'est une grande question stratégique qui est posée. Mais est-ce qu'elle n'est pas liée justement aussi au cycle de sécheresse? Parce que si on part sur ce principe-là, on a 2 ans de bonnes pluies, 4 ans moyens et 4 ans de sécheresse. Enfin, selon certains, sur une décennie. Qu'il faut confirmer. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité parce que nous sommes dans une ère de changement climatique et personne aujourd'hui ne peut prévoir qu'en sera-t-il de l'avenir. Et donc, mais ce sont des scénarios à étudier. Alors, revenons à la croissance. La croissance, effectivement, s'il varie au Maroc sur les 30-40 dernières années en termes de ce qu'on appelle les dents de scie, c'est essentiellement lié aux résultats agricoles. Parce que autant aujourd'hui, nous avons une stabilité au niveau de tout ce qui est activité non agricole. Et puis, nous avons une performance, notamment aujourd'hui, qui est avérée, notamment sur un certain nombre de secteurs. On est devenu exportateur reconnu dans les nouveaux métiers du Maroc. L'automobile aujourd'hui, c'est 80 milliards de dirhams, l'aéronautique, le textile, etc., les services. Mais ce qui reste variable, c'est l'agriculture. Et bien évidemment, il faut s'attendre, si on continue, on a prévu 80 millions de quintaux, si nous sommes entre 30 et 40 millions de quintaux, certainement ça va se répercuter négativement, la croissance ne saurait dépasser 1,5. Mais du coup, comment y répondre? Alors, quand je parle d'austérité, je ne parle pas bien sûr parce que le Maroc est déjà engagé dans des chantiers sociaux. Là, on ne parle pas d'austérité, mais je parle tout simplement du budget de fonctionnement
Alors, bien évidemment, il y a soit l'austérité, et là, bien évidemment, c'est des restrictions budgétaires. Là, il ne va pas falloir trop toucher un peu les priorités, notamment stratégiques. Autant on a insisté aujourd'hui sur le développement de la santé, le développement de l'éducation. Il y a également le projet de la couverture sociale qui prévoit des milliards de dirhams par année. Moi, je crois qu'il va falloir rester sur ces projets stratégiques. Bien évidemment, s'il s'agit de réduire les budgets de fonctionnement, c'est ce qui a toujours été demandé, d'améliorer la gouvernance, etc. Alors, il y a bien évidemment l'alternative de l'endettement. Alors, l'endettement, nous sommes aujourd'hui entre endettement d'établissements publics et endettement de l'État à aujourd'hui, on parle de 90 à 95%. Donc, on frôle les 100%. Donc, là également, il y a une limite. Donc, ce sont en fait des scénarios qu'il faut poser. Mais je crois qu'il y a des priorités. Et puis, le Maroc a démontré, il faut le dire, a une capacité de gestion des difficultés qui est aujourd'hui reconnue. On a vécu quand même 2 années très, très difficiles avec l'arrêt de l'activité du tourisme. Mais avec une bonne année agricole. Une bonne année agricole qui a compensé en partie. Mais même si on enlève la performance agricole, je crois qu'il y a une capacité de résilience. Très bien. Et aujourd'hui, la gestion des crises, ça il faut le dire, ça devrait devenir en fait une compétence à avoir à tous les niveaux, aussi bien au niveau micro qu'au niveau macro. Parce que nous sommes traversés par différentes natures de crises, qu'ils soient politiques, qu'ils soient aujourd'hui, on vit par exemple la situation des crises au niveau de l'Europe de l'Est qui devrait avoir un impact sur le prix On est en train de vivre des difficultés. Et donc, le Maroc a développé une capacité de résilience. Je crois que, en fait, ce n'est pas la première crise hydrique. On en a eu, on les a gérées, on les a dépassées. Mais je crois qu'on va les dépasser avec une certaine compensation. Et retenir les leçons qu'il faut retenir. Voilà. Et notamment de toutes les crises. Et s'il y a un mot qu'on apprend de la crise sanitaire, c'est la résilience. Merci beaucoup, professeur Abdelatif Komat, également professeur Srairi et Mohamed Boulal. Merci d'avoir enrichi cette discussion ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.